La radio est à l'origine un moyen de télécommunication, un moyen de transmission. Et d'ailleurs, la radio continue, dans la vie sociale et dans la vie artistique, à jouer ce rôle premier. La RTF, les postes privés, diffusent des informations, des magazines, des journaux parlés, ou retransmettent la première d'un grand festival. Mais ce procédé de transmission a donné très rapidement naissance à un art nouveau, à un art original. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on s'est rendu compte de l'énorme pouvoir de suggestion que pouvait avoir la voix portée par les ondes et qui entre dans l'intimité d'un auditeur. Cette voix qui, soudain, ouvre toutes grandes les portes de l'imagination. Avec la radio, les hommes ont appris non seulement à se laisser captiver par l'envoûtement de la voix, mais, guidés par elle, à pénétrer avec sûreté dans un univers imaginaire où tout devient possible, dans un monde dont chaque auditeur est le metteur en scène sans pesanteur, le créateur sans limite, le démiurge. Ciel, à qui voulez-vous désormais que je fie les secrets de mon âme et le soin de ma vie? Reprenez le pouvoir que vous m'avez commis, si donnant des sujets et l'hôte des amis. Si tel est le destin des grandeurs souveraines, que leurs plus grands bienfaits n'attirent que des haines. Si prenons un exemple. Écoutons Jean Hervé dans la fameuse tirade d'Auguste du Cinna de Pierre Corneille. Pour elle, rien n'est sûr. Qui peut tout, doit tout craindre. Entre en toi-même, Octave, et cesse de te plaindre. Quoi, tu veux qu'on t'épargne et n'a rien épargné? Songe au fleuve de sang où ton bras s'est baigné. De combien ont rougi les champs de Macédoine, combien en a versé la défaite d'Antoine, combien celle de Sexte, et revois tout d'un temps Pérouse aux siens noyés, et tous ses habitants. Remets dans ton esprit, après tant de carnage, de tes proscriptions les sanglantes images, où toi-même, des tiens, devenu le bourreau, au sein de ton tuteur, enfonça le couteau. Et puis, ose accuser le destin d'un... Eh bien, pendant que Jean Hervé dit le monologue d'Auguste, l'auditeur de la radio, comme cet enfant, laisse son imagination rêver. Et de cette voix naît alors, selon le goût, les souvenirs de théâtre ou de livres d'histoire, selon la culture de chacun, le visage d'Octave, malingre et agile, comme l'histoire le décrit, ou celui d'Auguste, vêtu de pourpre et couronné d'or, comme le théâtre le montre. Après l'avoir été. Albert Riera, vous êtes metteur en scène radiophonique, on dit en termes de métier metteur en ondes. Eh bien, quelle réflexion sur l'art radiophonique vous suggère votre longue expérience? Ainsi posée, la question me paraît très vaste, mais je suppose que c'est surtout sur le plan pratique que vous voulez que je réponde. D'abord, le manuscrit a une importance primordiale. Il faut que le metteur en scène radiophonique vérifie le texte, voir s'il n'y a pas des longueurs, des choses inutiles. La radio est un art un peu elliptique. Il s'agit de suggérer, et une phrase suggère énormément. Mais si elle se répète sans raison, au contraire, l'imagination, à ce moment, dételle, si j'ose l'exprimer ainsi. Donc il faut vérifier le manuscrit et avoir avec l'auteur une conversation à ce sujet. Parfois, on peut le conseiller utilement. Ça arrive souvent, et il y a une très excellente collaboration entre l'auteur et le metteur en scène. Deuxièmement, il s'agit, le problème capital, c'est la direction des acteurs. Il faut demander à l'acteur une sincérité absolue, totale, beaucoup plus qu'au théâtre, et au cinéma. Parce que le micro, on ne peut pas tricher avec le micro. Si l'acteur fait appel à un truc quelconque, si, quand il va exprimer par exemple la jalousie, il va tirer un cliché, jalousie, qu'il a étudié au conservatoire, et bon, c'est pas ça. Il faut qu'il y ait au fond de lui-même.
dont il s'agit de le mettre en état pour pouvoir être un homme et pas un acteur, dont il faut le débarrasser de l'obsession du micro. Le plus possible, j'essaie de mettre l'acteur en situation. Si l'acteur doit marcher, par exemple, eh bien, je le fais marcher. Et d'ailleurs, le mouvement est extrêmement perceptible à la radio. J'en ai fait plusieurs fois l'expérience. Même une personne couchée, étendue, ne parle pas comme une personne debout. Même dans la lumière, on ne parle pas comme dans l'obscurité. Il y a tous ces éléments qui entrent en jeu. Deuxièmement, il y a le décor sonore dont il faut tenir compte. Un extérieur, c'est absolument élémentaire, n'a pas une matité qui n'est pas dans un intérieur, etc. Il y a les bruits également, mais les bruits dont il faut user avec infiniment de discrétion. Il faut qu'un bruit soit suggéré plutôt qu'un bruit étalé. La musique tient également un rôle très important. Et ça, il faut, avec le compositeur, quand on a une musique originale, s'entendre avec lui, étudier la question. Il y a un autre élément qui intervient, et qui est extrêmement important. Ce sont les silences. Et on croit, bien souvent, qu'à la radio, il ne faut pas faire de silence, il faut aller très vite. Pas du tout. Un silence, quand il est bien placé, quand il est pensé, quand l'acteur pense son silence, quand il se tait, s'il souffre, il pense à sa douleur, eh bien ce silence est lourd, porte. Si simplement il prend un temps pour prendre un temps, alors ce n'est plus un silence, c'est un blanc. Et c'est mauvais. Voici très rapidement des éléments absolument, comment dirais-je, simplistes du métier de metteur en ondes, mais qui sont essentiels. Il faut avant tout faire appel à l'imagination de l'auditeur, lui donner un élément à son imagination, s'accrocher. Il faut suggérer les choses. Il faut que l'auditeur voie. On a dit que la radio était un art pour les aveugles. Je m'élève en faux contre cette assertion. Il faut que l'auditeur, dans son fauteuil, à mesure qu'il entend, voit les images. Il imagine les personnages, il imagine le décor. Et j'ai eu plusieurs fois l'expérience de ça. J'ai demandé aux auditeurs de me parler, de me demander ce qu'ils avaient vu, et ils me racontaient le décor, un décor à eux, bien sûr. Et chaque auditeur le taille à sa mesure. Le metteur en ondes conçoit et dirige, mais la technique radiophonique met à sa disposition un formidable arsenal de moyens. Pénétrons donc dans ce monde magique qui commence derrière la porte interdite d'un studio. Entrons d'abord dans la cabine de régie, où les sons venus du studio vont être captés, modulés, modelés, où la parole et la musique, mélangées, mixées, vont être enregistrées et envoyées sur l'antenne. Un vumètre contrôle l'intensité de la voix et de la musique. Un correcteur modifie sa tonalité. Un potentiomètre permet d'augmenter ou de diminuer le son. Gratte-ciel d'amplificateur. Objet surréaliste, une conque restitue le son définitif. Visitons maintenant le studio, vaste univers sans décor où l'imagination va planter le sien. Recoin mystérieux comme une chambre mauresque. Le piano, éternel compagnon ou témoin muet. Mais voici le personnage central, le personnage sacré, le microphone. Car la radiophonique, c'est de la matière première transformée par le microphone en matière artistique. Le microphone intervient donc comme un personnage vivant avec sa sensibilité. Deux exemples vont vous montrer que la technique, ici, comme dans les autres arts, est un moyen d'expression. Quand l'acteur est très éloigné du micro, les auditeurs ont la sensation que l'action se situe dans un cadre très vaste. Quelques pas suffisent pour donner une impression de rapprochement. Le micro est pour les acteurs un instrument d'une précision
extraordinaire. Les moindres inflexions de la voix, suivant la position par rapport au micro, prennent des valeurs psychologiques différentes. C'est ainsi qu'en m'approchant de quelques centimètres, tout près, tout près, tout près, une notion d'intimité se crée. La voix n'est plus extérieure comme auparavant, mais intérieure. La pensée se substitue à la voix. En s'éloignant, on donne une illusion de distance de plus en plus grande et même lointaine. La voix de Bossuet résonne comme dans une cathédrale. Et je puis dire, messieurs, que les mortels n'ont pas moins de soin d'ensevelir les pensées de la mort que d'enterrer les morts eux-mêmes. À l'opposé, gros plan et intimité, poésie de Prévert. Un cheval s'écroule au milieu d'une allée. Les feuilles tombent sur lui. Notre amour frissonne, et le soleil aussi. Mais le son, une fois passé par le micro, peut être traité acoustiquement, c'est-à-dire transformé. Écoutez cette violoniste jouer dans un studio ordinaire, c'est-à-dire dans une ambiance normale. Écoutez maintenant le même morceau joué par la même violoniste dans un endroit très réverbérant, un endroit spécial que l'on appelle chambre d'écho. On dirait alors que c'est non plus une violoniste seule, mais tout un orchestre de violons qui joue. Le son prend une ampleur et une couleur nouvelles, insolites, pleines d'une chaleur qui enveloppe. Pour obtenir cet effet à partir du studio, il suffit d'envoyer le son dans la chambre d'écho et de le capter à sa sortie. Mais c'est un effet dont il ne faut pas abuser. Un excès de réverbération sur un rythme rapide altère la netteté de l'interprétation. La radio donc se sert souvent d'effets sonores, mais l'art radiophonique peut aussi se passer de recherches réalistes ou surréalistes. Stéphane Pisella, dans Les Nuits du bout du monde, en a fait l'exemplaire démonstration. Vous avez évidemment choisi un exemple type, Les Nuits du bout du monde. Les Nuits du bout du monde obéissent à une formule qui est exploitée maintenant un peu partout à la radio, mais qui au départ paraissait assez invraisemblable. De quoi s'agissait-il en effet? Il s'agissait de styliser, il s'agissait de rendre une atmosphère réelle tout en éliminant les éléments réels. C'est un paradoxe, et pourtant rien n'est plus simple à expliquer que ce procédé. J'ai pu constater par expérience que toutes les fois que j'utilisais dans des émissions d'évasion
des bruits réels recueillis au cours de mes voyages. Un exemple type, la place des Canons à Beyrouth, avec ses trames, ses sifflets d'agents, les crieurs de journaux. Je m'étais imaginé qu'un tel document sonore pouvait apporter à une émission de voyage un caractère incontestable d'authenticité, et il n'en a rien été. À l'émission, je me suis aperçu que tout cela tombait à plat. Pourquoi? Parce qu'il y manque cette atmosphère d'évasion, cette atmosphère d'irréel. La radio s'adresse à un aveugle. Cet aveugle est assis dans un fauteuil. Quel est le but de la radio? D'être exactement un film. Elle n'est pas auditive comme on peut le croire. Elle est visuelle. Et voulez-vous une preuve qu'elle est visuelle? Supposons que nous partions en voyage. Je vous dis, nous prenons le train. Il y a plusieurs façons de prendre le train. Le plus simple est d'aller dans un wagon de la SNCF. Vous allez entendre un de ces wagons. Voulez-vous, je vous prie, faire partir l'autorail SNCF? Je vous préviens, il roule à 100 km à l'heure. Vous l'entendez. Sans imagination, vous vous voyez dans un wagon roulant à 100 à l'heure. Mais je n'aime pas ce wagon. Ce que je préfère pour mon évasion, pour mes émissions, pour mes voyages, c'est un autre train. Il y aura des violons dans ce train, il y aura des cymbales, il y aura des tambours. Ce train s'appellera Petrouchka, il s'appellera Stravinsky. Mais ce sera le train que vous allez entendre à présent. Voulez-vous, je vous prie, donner Petrouchka? Et vous avez ici une couleur que vous n'obtenez pas dans le réel. Vous avez l'état d'âme du voyageur. Vous avez la gaieté d'un départ. Et tous ces sentiments sont illustrés par le roulement du train.